Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va porter sur ces 10 choses que j'ai mises en place dans ma vie, que j'aurais aimé mettre en place beaucoup plus tôt. Honnêtement, j'aurais pu faire une liste de 20 choses, mais j'avais pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Donc peut-être que ce sera l'occasion de refaire une vidéo sur ce thème-là un jour, notamment si cette vidéo vous plaît. Je suis une personne qui aime bien trouver des astuces, des petites routines à mettre en place. J'aime adapter ma routine également à ce qui me convient, que ce soit par rapport à ma gestion financière, à la gestion de mon budget, trouver des astuces qui me permettent sans trop me compliquer la vie de mieux faire avec mon budget. Ça peut être par rapport à mon empreinte carbone, ça peut être par rapport à ma charge mentale, ça peut être tout simplement par rapport à mon bonheur, des choses parfois qui sont toutes simples mais qui peuvent tellement augmenter la qualité de vie, la qualité financière. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles j'aime bien travailler, j'aime bien réfléchir dessus et j'aime bien évidemment les partager avec vous, donc c'est parti. La première chose, c'est que j'ai commencé à suivre ma consommation d'énergie sur mon application et c'est quelque chose que finalement beaucoup de gens ne font pas spécialement, alors que ça permet vraiment d'avoir conscience de ce que l'on consomme en énergie. Mine de rien, les factures d'énergie, c'est quelque chose qui peut vraiment peser sur notre budget, donc ça peut être bien de le suivre. C'est pas forcément possible, il me semble, avec tous les fournisseurs d'énergie, mais il y en a pas mal qui peuvent proposer des applications. Dans le cas du fournisseur d'énergie que j'ai, donc c'est le plus classique, c'est EDF, que beaucoup de gens ont, on peut suivre sa consommation même par demi-heure, donc on a à chaque fois le compte rendu de la veille, etc. Je trouve ça extrêmement pratique. Je ne sais pas si je resterai chez EDF éternellement, mais en tout cas, je trouve ça vraiment pratique. Même par exemple, quand je vais faire cuire des légumineuses, ça me permet de comparer si par exemple c'est vraiment plus rentable de faire cuire mes légumineuses, sachant que j'ai une plaque à induction, que de les acheter en conserve. Donc il s'avère que oui, c'est beaucoup plus rentable que de les acheter en conserve. Après, ça demande aussi un petit peu de temps, de charge mentale, donc on l'a pas forcément en stock. Donc on fait selon ce qu'on peut faire, mais en tout cas, depuis que j'ai commencé à faire cuire mes légumineuses, je voulais un petit peu checker pour être sûr que par exemple ça me coûtait pas 1 euro en énergie. C'est pas du tout le cas, ça me coûte quelque chose comme 9 centimes ou 11 centimes pour le temps de cuisson de mes légumineuses, sachant que j'en prépare l'équivalent de 2 boîtes de conserve à chaque fois et que ça me coûte vraiment 5 fois moins cher que d'acheter une boîte de conserve. Donc dans le cas des légumineuses, c'est très intéressant. Mais ça permet d'adapter plein de choses, ça permet de voir s'il n'y a pas un problème avec notre électroménager et de le savoir directement. Donc c'est vrai que j'aime bien checker régulièrement. Alors je regarde pas forcément tous les jours, mais en tout cas je regarde assez régulièrement, j'ouvre l'application et je regarde vite fait où ça en est. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de maintenir une consommation d'énergie assez basse parce que ça m'a permis d'avoir conscience des choses. Parfois j'ai pu réfléchir des choix par rapport à ça en me disant mais si tel objet que j'ai déjà consomme autant, si je prends un nouvel objet ça va consommer encore plus. Et au-delà de voir simplement le fait d'acheter un objet et de prendre son coût dans son achat, ça me permet d'envisager sa consommation aussi. La deuxième chose que j'ai mise en place, c'est de faire régulièrement des défis vide-placard. Alors parfois je vous les poste sur YouTube, mais le plus souvent je le fais simplement dans ma routine sans spécialement le filmer ou quoi que ce soit. Mais ça peut être super pratique pour faire des économies, pour éviter le gaspillage, pour être sûr d'utiliser tout ce que l'on a en stock et aussi pour activer un petit peu sa créativité. Des fois on va retrouver des haricots blancs à faire cuire, on va retrouver des boîtes de sauce tomate, on va retrouver certaines épices qu'on avait totalement oubliées. On peut faire des trucs super sympas, on peut faire avec de la farine, on peut faire énormément de choses et on peut faire plein de recettes super bonnes. Et surtout, nous on a la problématique que dès qu'on a commencé à acheter des produits bio, etc., il y a pas mal d'années maintenant, dès qu'on est devenu vegan, c'est un peu le moment où on achetait un peu des trucs en vrac, etc., on avait commencé à avoir énormément de mythes alimentaires et c'était vraiment un calvaire. Et surtout, des fois, on se rendait compte que ça venait vraiment d'un petit fond de flocons d'avoine qu'on avait acheté en vrac, qui était au fond de notre placard, qu'on n'utilisait pas depuis super longtemps. Et c'est ça qui nous avait ramené une tonne de mythes. Ou des fois, ça a pu être aussi des haricots qu'on avait achetés en magasin asiatique. Donc, au-delà des défis vide-placard, ce que je fais très régulièrement, c'est que dès que je ramène quelque chose à la maison qui peut potentiellement attirer les mythes, généralement, elles aiment les bonnes choses. Donc, elles aiment les oléagineux, les légumineuses, les céréales, tout ça, toutes ces choses qui sont super bonnes pour la santé. Les mythes adorent. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on congèle tout ce qui rentre chez nous pendant 48 heures. Et après, on fait quand même bien attention. On a des bocaux qui sont bien scellés, etc. Mais globalement, le fait aussi de faire des vides-placards régulièrement fait qu'on n'a pas eu de mythes depuis environ 2 ans, presque 3 ans, je pense. Mais c'est vrai que je suis devenue à un moment un peu parano avec les mythes. C'est pour ça que j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Mais si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, j'ai mis en place plein d'astuces avec le temps pour éviter les mythes alimentaires. Peut-être que je ferai une vidéo dessus un jour d'ailleurs. La troisième chose, c'est qu'on a mis vraiment une routine de ménage dans notre couple. Donc c'est pas une routine hyper stricte, c'est pas une routine qui ne peut pas évoluer, mais vraiment on a mis en place pas mal de choses pour être sûr que ça convienne à tout le monde, que personne ne se sente exploité par l'autre dans notre couple par rapport à la gestion des tâches ménagères en général, mais notamment du ménage.
Et c'est vrai que ça a tellement apaisé notre quotidien depuis qu'on a pris certaines habitudes, comme le fait par exemple de passer l'aspirateur tous les 2 jours, de passer la serpillière plus régulièrement, on s'est mieux réparti les tâches. Alors parfois ça peut être adapté, si par exemple il y a une semaine où je bosse énormément, bah mon copain va en faire un peu plus, s'il y a des semaines où lui il est plus occupé que moi, bah je vais en faire un peu plus, on va essayer d'équilibrer. On essaye aussi de ne pas tomber que dans le fait que dans énormément de couples avec la routine qui s'installe, il peut y avoir le fait que petit à petit c'est la femme qui se met à en faire beaucoup plus que l'homme ou qui va simplement faire les choses de manière plus approfondie, etc. Je sais que c'est pas le cas dans tous les couples, mais c'est le cas dans beaucoup de couples. Si ce n'est pas le cas dans votre couple, et bah vraiment tant mieux, ça devrait être la norme, mais c'est vrai que moi je le vois dans mon entourage. Il y a énormément de couples hétéros où la femme fait beaucoup plus que son partenaire, et même parfois en ayant l'impression d'avoir une répartition équitable, sauf que l'un des deux va passer beaucoup plus de temps que l'autre, va être plus perfectionniste, etc. Donc c'est vrai que nous, pour éviter d'avoir des conflits par rapport à ça, parce que bien évidemment, comme tous les couples, on a déjà eu des problèmes de vaisselle pas faite, de machin, de trucs comme ça, et on essaye de vraiment se mettre une routine, de communiquer autour de ça et de faire en sorte que l'un comme l'autre, on essaye d'être un petit peu plus perfectionniste, parce que sinon je pense que moi je pourrais vraiment être une éternelle ado qui ne range pas sa chambre, qui met du bazar partout. On essaye aussi de l'accepter, que de temps en temps c'est pas parfait à 100%, mais je sais pas comment on pourrait résumer ce conseil parce qu'il va pas s'adapter à tout le monde de la même manière. Ça dépend de la répartition, ça dépend du temps de chacun, ça dépend de la condition physique de chacun aussi. Ça peut être différent si notre partenaire a un handicap, a un emploi du temps particulier, enfin voilà, c'est à adapter selon chacun, mais ça peut être bien de faire en sorte d'y réfléchir, de communiquer, que ce soit pas l'un qui fasse absolument tout et qui n'ait vraiment jamais de repos par rapport à ça. Parce que finalement, même quand il y a une personne qui fait les tâches ménagères à 100% à la maison parce que l'autre ramène l'argent, le problème c'est que la personne qui ramène l'argent, de temps en temps, elle a des vacances, et la personne qui fait 100% les tâches ménagères, bah souvent elle en a pas. Donc ça peut être bien de toujours réfléchir à équilibrer sur ça. Les habitudes peuvent s'installer aussi petit à petit, donc de temps en temps faire une remise à niveau, voir si ça convient à tout le monde, voir pour échanger de temps en temps. Ça peut être bien aussi. Le 4e point, ça va être de toujours garder une épargne de précaution. C'est quelque chose dont je parle beaucoup dans les vidéos, mais pourtant il y a des moments où je ne l'ai pas forcément fait, notamment quand on a fait notre premier achat immobilier. C'est vrai qu'on a mis absolument tout ce que l'on avait dedans et qu'après c'était super difficile parce qu'on était un peu dans cette phase où dès qu'il y a quelque chose à payer, ça nous reprend absolument tout ce que l'on a mis de côté. Et ça, j'imagine que c'est une situation qui peut parler à énormément de monde, puisque ça peut être très démoralisant dès qu'on essaye de mettre de côté et qu'en fait à chaque fois on a une facture qui tombe et qui vient anéantir nos efforts de 2 mois ou de 3 mois, et ça peut vraiment donner l'impression de nager dans la semoule, enfin de pas avancer du tout. On est tellement plus serein quand on a une épargne de précaution, c'est à adapter selon chacun. Des fois vous me demandez combien il faut avoir d'épargne de précaution, ça dépend de votre situation. Dans mon cas, je vous en ai déjà parlé, j'essaye d'avoir toujours 1 an de ce dont j'ai besoin pour vivre d'avance, donc ça fait quand même une sacrée somme, puisque dans mon cas ça va être 12 000 € d'épargne de précaution, dans laquelle j'avais un petit peu pioché récemment, je l'avoue, quand on a acheté notre appartement récent, mais en tout cas j'avais pas autant pioché que la dernière fois, et surtout ça rend beaucoup plus serein parce que quand par exemple on a nos impôts à payer, c'est quand même plus pratique de pouvoir piocher des milliers d'euros dedans et de ne pas être à découvert ou de ne pas se retrouver vraiment à zéro et d'être en difficulté. C'est toujours dans les moments où on a le moins d'argent qu'on a des trucs qui nous tombent dessus qu'il faut payer, auxquels on n'avait pas du tout pensé, parce qu'on a beau être super prévoyant, des fois il y a des choses qui nous étaient totalement sorties de la tête ou qu'on payait pas avant et que maintenant on doit payer, donc voilà. Je reçois tout le temps des retours de votre part sur Instagram, en commentaire YouTube, me disant que vous avez commencé à mettre une épargne de précaution depuis que vous regardez mes vidéos, et je pense que c'est une des choses qui me fait le plus plaisir, avec quand vous me dites que vous avez réduit votre consommation de viande et quand vous me dites que vous épargnez en début de mois, ça c'est chouette aussi. La 5e chose, c'est de m'autoriser à simplifier mes repas au maximum quand j'ai pas la motivation de faire quelque chose de plus élaboré. Par exemple, j'ai souvent tendance à aimer faire des bonnes recettes, un peu des petites blanquettes, des currys, des tartes, des quiches, des repas qui sont un minimum élaborés. Ça reste de la cuisine assez simple du quotidien, mais ça reste quelque chose auquel j'ai dû penser, comment intégrer tel légume, est-ce que ça va bien avec ça, comment composer l'assiette pour que ce soit vraiment goûtu, savoureux, etc. J'ai tendance quand même à me prendre pas mal la tête quand on a des invités pour essayer de faire en sorte que ça plaise, que ce soit pas une mauvaise pub pour le véganisme, que ce soit pas quelque chose que quelqu'un n'aime pas, etc. Mais en tout cas, dans mes repas du quotidien, des fois, par exemple, si je vais faire un repas qui n'est pas spécialement équilibré, puisque vous le savez, j'aime bien équilibrer mon alimentation, notamment pour mes apports en fer et en vitamine C, dont je vous ai parlé d'ailleurs en détail dans ma dernière vidéo sur comment atteindre 120% de ces apports en fer en une journée de repas. Et donc je fais attention à avoir des sources de légumineuses, de protéines, de machin, mettre des légumes, des fruits. Et des fois on peut faire tellement simple. On peut manger du pain avec du houmous, un reste de tofu et littéralement éplucher 2 carottes et les manger comme ça.
plutôt que de réfléchir à comment les intégrer, il faut que je fasse une poêlée de quelque chose, il faut que je les intègre dans ça, mais ça va pas bien avec ça. Et en fait, se simplifier la vie au maximum. Alors, j'adore manger des repas élaborés, ça fait partie de mes passions dans la vie. C'est pour ça que pendant plusieurs années, j'en ai fait mon métier en travaillant en cuisine dans un restaurant vegan. C'est pour ça que je partage énormément de recettes sur ma chaîne. Mais pour autant, des fois, j'ai pas envie. Et par exemple, récemment aussi, j'achète tout le temps des concombres quand ils sont pas chers pendant mes courses. Et dès que je fais un repas qui est pas spécialement équilibré, on va dire, typiquement on mange des pâtes avec un simili, bah juste en fait finalement on coupe des rondelles de concombre, on les met sur le côté, on a un légume en fait, c'est un repas qui est correct, c'est peut-être pas le repas le plus vitaminé du monde, mais ce sera un repas où il y a des féculents, il y a une source de protéines, il y a des fibres, il y a des légumes, ça fait le job. Et au pire, si on manque un peu de vitamines, je mange une poire en dessert ou quelque chose, une pomme au goûter, une clémentine, un kiwi, peu importe. On peut comme ça moins se prendre la tête. C'est vrai que quand on essaye de faire bien sur plein de points, des fois on a trop d'injonctions et ça peut vraiment nous monter au cerveau. Et je trouve que c'est super important de prendre soin de sa santé mentale et de ne pas se stresser à essayer de faire tout parfaitement tout le temps. C'est pas grave si des fois ce qu'on fait c'est pas inspirant pour les autres, c'est pas magnifique, c'est pas parfait et ça va casser au moins 10 codes de ce qu'il faudrait faire dans la journée. Si ça nous correspond, si ça nous permet de nous détendre un peu, c'est bien aussi. Le 6e point, je sais qu'il va parler à pas mal de gens et qu'il y en a qui vont pas se reconnaître du tout, mais c'est que j'ai supprimé TikTok. Au début, j'ai vraiment pas accroché avec TikTok, j'ai mis très longtemps à m'y mettre et finalement j'avais commencé à aller dessus parce que j'avais pas mal de copines créatrices de contenu qui créaient des TikTok et je voulais les soutenir, je voulais regarder ce qu'elles faisaient, etc. Et en fait, je me suis un peu fait aspirer par l'algorithme. Il y avait des trucs que je trouvais pas intéressants, mais des trucs finalement qui étaient intéressants et surtout des fois ça permettait de passer le temps. Donc par exemple dans un voyage en bus, dans un voyage en train, ça permettait de m'absorber un petit peu de temps comme ça et de me faire passer le temps plus vite. Le problème c'est que ça s'appliquait aussi dans mon quotidien puisqu'à un moment je me rendais compte que dès que j'avais une microseconde d'ennui, j'ouvrais TikTok et après on se fait absorber pendant hyper longtemps. Et je trouve que c'est pas comme une vidéo YouTube ou quand on regarde un article ou quelque chose ou quand on a fini cette distraction qui va durer peut-être 20 minutes, 30 minutes, on arrête. TikTok ça va être un enchaînement de micro-distractions de 30 secondes, 20 secondes, des fois on regarde 5 secondes avant de décider qu'on n'aime pas et on peut y passer un temps fou. Et c'est vrai que finalement ça a affecté ma créativité puisque j'avais du mal à me concentrer pour travailler. Donc c'était pas un point pathologique bien évidemment parce que j'ai passé que quelques mois à être un petit peu addict à TikTok on va dire. Pour autant j'ai jamais créé de contenu dessus. J'ai jamais eu envie particulièrement de créer des contenus courts, c'est pas ma particularité. Et en fait, il y avait beau avoir des contenus qui étaient très chouettes sur TikTok, il y avait aussi des contenus des fois qui me déprimaient totalement. Je tombais sur des trucs un peu choquants, des choses comme ça, des trucs avec lesquels j'étais pas du tout d'accord, mais en fait, l'algo est fait pour qu'on passe du temps dessus. Donc des fois, si on regarde longtemps une vidéo parce qu'on veut comprendre pourquoi quelqu'un dit quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, après on va avoir une autre suggestion de ça, etc. Et vraiment, je devenais trop énervée avec TikTok, donc j'ai supprimé. Je regarde encore des reels, des choses comme ça de temps en temps sur Instagram, mais je trouve que c'est pas aussi prenant comme TikTok. En fait, c'est pas une espèce de tornade dans laquelle on est directement embarqué. Sur Instagram, on peut passer ailleurs, on peut aller répondre à ses DM, on peut passer à autre chose, même si je sais qu'il y a des gens qui sont très addicts à Instagram. C'est vrai que dans mon cas, Instagram, j'ai jamais été totalement accro, j'ai toujours eu ce côté où déjà je l'utilise pour travailler, pour créer du contenu, pour répondre aux messages que j'ai tous les jours. Donc j'ai une dimension de travail avec Instagram. Et après, je vais regarder du contenu aussi, mais je sais pas, je me faisais pas aspirer de la même manière. Donc voilà, j'ai décidé de supprimer TikTok et je regarde les contenus de mes copines créatrices de contenu sur Instagram ou sur YouTube. Le 7e point, c'est de faire du meal prep parce que c'est quand même très pratique, mais sans me prendre la tête dessus. Donc déjà, je le fais pas forcément chaque semaine. Des fois, je vais faire mon meal prep autrement. Ça veut dire que je vais juste cuisiner un peu plus à chaque fois que je cuisine pour qu'on ait des restes, qu'on va réaccommoder de manière différente. C'est pas parce qu'on réutilise quelque chose qu'on a déjà utilisé qu'on est obligé d'en faire la même chose. Je peux faire cuire du riz pour accompagner une poêlée de légumes, puis le lendemain utiliser le reste de riz pour faire un riz frit. Voilà, on peut tout utiliser de différentes manières. Si je fais cuire beaucoup de légumineuses, je peux en utiliser une partie pour faire un chili, je peux utiliser l'autre partie pour faire une tartinade. Je peux même l'utiliser en sucré pour l'intégrer dans un brownie par exemple. On peut mettre des légumineuses dans des brownies, ça permet de les enrichir en protéines, en fer, etc. Ça peut être toujours sympa. Et j'aime bien en fait le fait de faire quelque chose comme ça sans avoir une injonction énorme derrière de me dire il faut que je le fasse, il faut que je le fasse bien, il faut que ce soit parfait et en fait de le faire parce que oui, le meal prep c'est extrêmement pratique, ça peut vraiment permettre de faire des économies et tout, mais si on en a envie,
Si finalement pour nous c'est une contrainte plus importante que celle de cuisiner chaque jour, bah en fait on fait selon ce qui est bon pour nous et on fait selon ce qui est bon pour notre emploi du temps, etc. Et donc c'est vrai que moi j'adore le meal prep, j'adore manger le meal prep surtout. J'aime bien quand au quotidien, le matin, je peux juste assembler une petite assiette salée parce que j'adore manger salé le matin. Et par exemple sortir des poivrons que j'ai déjà cuits, du houmous, je crois que c'est l'exemple que je vous donne 8000 fois sur cette chaîne, mais vraiment une petite tartine, houmous maison, poivrons grillés quand c'est déjà tout prêt, c'est merveilleux le matin. Mais des fois, c'est pas le cas, j'ai rien préparé et c'est pas grave, je me débrouille avec autre chose et c'est bien aussi. Le 8e point, c'est vraiment quelque chose que je regrette de ne pas avoir mis en place avant, c'est de mieux me protéger du soleil. Donc c'est vrai que depuis environ 2 ans, je fais vraiment bien attention puisque j'ai pris un bon gros coup de soleil il y a 2 ans suite à une journée d'inattention. C'est vraiment comme ça généralement qu'un bon coup de soleil arrive. Et c'est vrai que j'ai tellement galéré avec mon coup de soleil, je me suis tellement dit bah c'est quand même dommage d'abîmer ma peau, de risquer d'avoir un cancer de la peau, enfin voilà tout ça, juste pour une journée finalement où on prend un bon gros coup de soleil, que maintenant j'essaye de faire vraiment attention. Alors avant je ne faisais pas 0% attention non plus, j'ai toujours globalement évité d'aller au soleil entre midi et 16h, etc. En fait je faisais vite fait attention, mais c'est vrai que maintenant je fais bien attention. Donc j'ai tendance, si je vais à la plage, j'emmène toujours un chapeau, je mets toujours de la crème solaire. Avant c'est vrai que je le faisais pas forcément totalement, si j'allais à la plage juste pour une demi-heure, bah, je me protégeais pas forcément beaucoup. Des fois je prenais des petits coups de soleil, j'étais en mode bon c'est pas grave et tout. Et c'est vrai que là j'essaie de faire quand même plus attention puisque je me dis que c'est bien de préserver le capital solaire on va dire de ma peau, mais surtout au-delà de l'aspect esthétique, de ne pas risquer d'avoir des problèmes plus tard de santé. Depuis 2 ans j'achète chaque année la crème solaire de Lidl parce qu'elle est pas chère, qu'elle est certifiée vegan et que vraiment je la trouve très efficace. Je sais qu'elle est pas forcément au goût de tout le monde, donc après c'est à vous d'étudier les crèmes solaires que vous voulez utiliser ou quoi que ce soit. Mais moi c'est vrai que pour moi c'était vraiment la protection solaire qui comptait vraiment et je trouve qu'elle est vraiment facile à appliquer et ça joue aussi. Avant, il y a 2 ans j'avais déjà des crèmes solaires, j'en achetais et tout, mais j'avais par exemple des crèmes solaires, j'en avais acheté des bio qui avaient une compo hyper clean, etc. mais finalement qui s'étalaient super mal, ce qui faisait que j'avais la flemme de les remettre ou alors qui faisaient vraiment des grosses traces blanches ou quoi et j'aimais pas spécialement. Et parfois j'en avais aussi qui étaient carrément pas très efficaces, avec lesquels j'ai pris des coups de soleil alors que vraiment je m'exposais très modérément, enfin je m'expose même pas, c'est juste que il s'avérait que j'étais au soleil à des moments, mais c'était pas par pure volonté de m'exposer. Donc c'est vrai que je trouve la crème solaire de Lidl très efficace. Je vais peut-être essayer d'en chercher une pour le visage, que ce soit une de Lidl spécifiquement ou autre, parce que je trouve, jusqu'ici j'utilisais celle du corps et je trouve quand même qu'elle a tendance à me faire des petits boutons sur le visage, à un peu trop m'obstruer les pores on va dire, donc je pense que c'est vraiment celle qui est faite pour le corps et pas pour le visage. Mais en attendant, c'est mieux d'avoir quelques petits boutons mais d'éviter de fragiliser ma peau sur le long terme. Donc voilà, mais je vais aller essayer de me trouver une crème solaire pour le visage. En tout cas, celle pour le corps de Lidl, je l'aime beaucoup, je la trouve trop pratique et vraiment facile à étaler et tout, donc ça j'apprécie beaucoup. Et souvent on peut se poser la question par rapport à la vitamine D. Dans mon cas, ça ne m'a pas empêché d'avoir de bons niveaux, des niveaux corrects en vitamine D à la fin de l'été dernier quand j'avais fait une prise de sang. Donc voilà, après dans tous les cas, l'hiver je me complémente en vitamine D, pas de manière assez assidue, mais je me complémente toujours un petit peu. Et il y a de la vitamine D dans certains produits que je vais acheter, comme certains yaourts végétaux, certains laits végétaux de temps en temps, ou certains fromages végétaux qui ont de la vitamine D en ajouté dedans. Il y a aussi certains champignons qui peuvent contenir de la vitamine D apparemment. Mais en tout cas, par rapport au soleil, malgré le fait que j'ai bien protégé ma peau l'été dernier, j'avais quand même de bons niveaux de vitamine D. Après, j'habite dans le sud, j'habite à Marseille, donc on a quand même un bon niveau d'ensoleillement. Je crois qu'on est une des villes les plus ensoleillées de France. Et également, il y a des moments où j'ai beau me mettre de la crème solaire, des fois ça fait plus de 2 heures et je suis quand même au soleil parce que des fois on n'a pas le temps d'en remettre à tout prix, à tout moment. Des fois j'en ai pas sur les mains au printemps ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je suis pas non plus une psychorigide de la crème solaire, mais j'essaie d'en mettre quand je sais que vraiment je risque de prendre un coup de soleil ou que ça va trop fragiliser ma peau. Le 9e point, c'est que depuis l'année dernière, j'adore utiliser un agenda pour m'organiser dans mon quotidien. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant longtemps parce que j'ai vraiment une tendance à être assez minimaliste, je pense que vous le savez sur cette chaîne, et j'aime pas avoir 1 milliard d'objets pour plein de choses quand un ordi peut le faire, mais c'est vrai que d'avoir finalement un agenda papier, ça m'aide énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait de pouvoir mettre sur papier mes rendez-vous, de pouvoir reconsulter sans forcément être sur l'ordinateur à chercher les choses, etc. mais juste à tourner les pages, je sais pas, c'est un côté déjà qui m'apaise. J'aime bien pouvoir m'organiser comme ça, je peux noter mes idées de vidéos, ça me permet aussi de noter mes revenus attendus, il y a plein de choses comme ça que je vais organiser dans mon agenda papier. Et je sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup mieux organisée depuis que j'ai un agenda comme ça que lorsque je le faisais sur mon ordinateur, que je notais mes prochaines vidéos, mes prochains rendez-vous avec tout ce qui était
étaient les outils de calendrier, etc. qu'on peut trouver en ligne. Et donc c'est vrai que je suis passée à l'agenda, j'aime beaucoup. De base, j'aime bien le papier, même pour écrire mes vidéos, je les écris toujours sur papier, c'est très rare que je les écrive sur ordinateur, c'est vraiment si je suis pas chez moi et que j'ai pas de cahier à proximité. Mais normalement, moi j'écris mes idées de vidéos là-dedans. Et vraiment, j'adore, je sais pas pourquoi, ça développe un peu ma créativité par rapport au fait de taper sur un ordinateur. Donc pour ça, je suis très contente d'être passée au format agenda papier. Le 10e point, c'est que maintenant je prends du temps pour moi avant de travailler. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui a tendance à pas faire grand chose le matin avant de se mettre à travailler. Quand j'allais à l'école, quand j'allais au lycée, quand j'allais à la fac, j'ai toujours été la personne qui se lève 10 minutes ou 15 minutes avant de partir. Et c'est vrai que j'ai continué à le faire même quand je travaillais dans la restauration parce que forcément je me levais très tôt aussi, donc c'était compliqué en me levant à 6h du matin de me dire bon je vais me lever encore une demi-heure avant pour regarder une vidéo YouTube ou quelque chose. Mais c'est vrai que maintenant j'ai la possibilité de le faire. En général, je commence à travailler vers 8h30 ou 9h du matin et je me prends une demi-heure avant, ou parfois ça peut être 20 minutes, ou parfois je vais prolonger un petit peu, ou des fois je le fais pas parce qu'aujourd'hui j'ai pas spécialement de besoin de le faire. Mais ça va être soit d'aller marcher un petit peu, vraiment juste 10 ou 15 minutes, mettre le nez dehors, ça lance une bonne énergie pour ma journée. Je suis pas quelqu'un qui croit aux énergies ou aux choses comme ça, mais en tout cas ça lance vraiment quelque chose de bon pour moi en fait. Je me sens bien, je me sens apaisée, je peux commencer vraiment sereinement à travailler et j'ai vraiment ce sentiment de ne pas me sentir lésée, d'avoir fait quelque chose pour moi et ensuite de pouvoir donner, travailler, mettre sur papier, filmer, faire quelque chose pour mon travail. Et des fois si j'ai pas envie de sortir, parce que des fois j'ai pas envie de sortir dès le matin parce que j'ai la flemme ou j'en sais rien, ça peut être de regarder une vidéo YouTube en buvant mon café et ça met une petite dimension hyper cosy avant même de commencer ma journée et j'ai pas besoin d'attendre d'avoir fini de travailler pour m'autoriser à me faire plaisir. Alors ça va dépendre des horaires de chacun, c'est quelque chose que moi en tout cas je suis contente d'avoir mis en place récemment. Je l'aurais peut-être pas fait si ma situation avait été différente, mais je pense que par exemple quand j'étais à la fac et que mes cours commençaient à 8h ou 9h, c'est quelque chose que j'aurais pu mettre en place dans mon quotidien et qui peut-être m'aurait permis d'être mieux en cours par exemple ou de moins m'ennuyer parce que j'avais déjà eu un peu de distraction avant. Et c'est vrai que moi il y a vraiment un côté où j'adore regarder la vidéo YouTube de quelqu'un avec une petite boisson chaude ou fraîche. En ce moment là j'ai switché sur le café latte bien frais ou le matcha latte frais. Et en fait c'est vraiment ce temps, c'est un petit temps pour moi et je sais pas, il est tellement utile en termes de santé mentale. Enfin vraiment je le recommande tellement si vous avez la possibilité de le faire, si vous n'avez pas des horaires qui sont compliqués pour le faire ou bien évidemment si vous le pouvez. Peut-être que vous avez des enfants dont vous devez vous occuper, que c'est trop compliqué et que voilà, je sais qu'on a tous des situations différentes, mais dans mon cas le faire ça m'a vraiment bien aidé. Et voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire, peut-être même que vous l'avez regardée en prenant votre petite boisson chaude ou fraîche du matin ou en faisant votre meal prep. Je sais que c'est le cas de pas mal de monde qui aime bien faire du meal prep en regardant des vidéos YouTube et c'est vrai que j'aime bien aussi, je trouve ça sympa de cumuler un petit peu les deux comme ça. Mais en tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient énormément, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Merci aussi pour toutes vos interactions tellement bienveillante dans les commentaires. Dès que quelqu'un pose une question, je vois toujours des gens qui lui répondent de manière super gentille et ça me fait vraiment plaisir. Donc en tout cas je vous retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo et d'ici là on peut se retrouver tout de suite sur Instagram si vous le souhaitez. Je partage plein de petites choses au quotidien. Mon compte s'appelle Mûre et Noisette également. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!